Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Mesdames et Messieurs, bonsoir et place au titre. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives organise une journée de restitution des rapports de conciliation des chiffres et volumes 2012-2013. Démarrage d'un atelier pour l'élaboration d'une stratégie nationale de l'accès à la justice. Les violences se poursuivent depuis plus d'une semaine entre Palestiniens et Israéliens. Merci de vous joindre à nous avant le développement des titres. Ce message, cette audience du président de l'Assemblée nationale. En effet, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ould Bouhlil, a reçu ce matin dans son bureau Dr Léo Zakna, président de l'ONU-SIDA. Le président de l'ONU-SIDA a, au cours de l'entretien, remercié le président de l'Assemblée nationale pour les efforts constants au niveau de l'Assemblée nationale dans sa lutte permanente contre le sida. L'entretien s'est déroulé en présence du représentant de l'ONU-SIDA dans notre pays et de Mohamed Mahmoud Ould Ibrahim, secrétaire général par intérim à l'Assemblée nationale. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Mohamed Ould Daoud, a adressé ses remerciements au personnel, cadre et employés du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel pour la réussite du Hajj. S'exprimant devant la presse, Ahmed Ould Daoud a remercié particulièrement la direction générale du Hajj et de la Umrah. Selon les propos du ministre, tous les mérites reviennent aux employés de cette direction qui ont travaillé jour et nuit pour la réussite du Hajj de cette année. Dans la même lancée, le ministre a remercié tous les départements ayant participé de près ou de loin à la préparation et veillé au bon déroulement du Hajj. Il s'agit de l'Agence nationale des registres de titres sécurisés, de Mauritania Airways, du ministère de la Santé, du ministère de la Communication, du ministère des Finances, de la Banque centrale, de la Gendarmerie nationale, de la police et de la douane, sans oublier notre ambassade à Riyad, notre consulat à Jeddah et enfin les autorités du Royaume d'Arabie Saoudite. Ouverture aujourd'hui d'une journée de restitution des rapports de conciliation des chiffres et volumes 2012-2013 organisée par l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives. La rencontre regroupe des représentants de l'ICI, des partenaires techniques et financiers, des acteurs de l'Initiative de la transparence et des représentants de la société civile opérant dans ce domaine. Compte rendu, Abdelrahman Hamad. Les travaux de cette journée de concertation organisée par les comités nationaux de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives s'articulent autour de la restitution des rapports de conciliation des chiffres et volumes 2012 et 2013. La rencontre regroupe des représentants de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE, des partenaires techniques et financiers, des acteurs de l'initiative de la transparence et des représentants de la société civile opérant dans ce domaine. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a indiqué que la Mauritanie, dont l'économie se fonde essentiellement sur les industries extractives, a intégré l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en 2005 en vue de jeter les bases d'une bonne gouvernance dans la gestion des revenus des industries extractives conformément aux normes internationales en la matière. M. Ahmed Salm El-Bachir a ajouté que la volonté politique du gouvernement et les efforts considérables du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ont permis d'enregistrer des résultats remarquables. Le ministre a précisé que grâce aux efforts déployés par le gouvernement, notre pays est en conformité avec les normes de transparence.
L'élaboration de ces rapports, qui correspondent au 8e et 9e depuis l'adhésion en septembre 2005 de notre pays à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, constitue un acquis majeur sur la voie de la consolidation des règles de bonne gouvernance et de transparence des secteurs pétroliers et miniers. Outre leur contribution significative à la création d'emplois, au budget de l'État, aux recettes d'exportation, ces secteurs font l'objet d'attention particulière des citoyens mauritaniens en raison de leurs attentes légitimes que ces derniers attendent sur une exploitation rationnelle, rigoureuse et transparente de ces ressources naturelles. La coopération allemande GIZ, qui est un partenaire technique et financier à l'initiative, ne cache pas sa satisfaction du contenu de ces rapports. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de discuter ensemble les nouveaux deux rapports. Si vous permettez, les chiffres sont complexes et ça, c'est dire, je voudrais remercier l'étude de réfléchir des activités de communication pour intégrer aussi les communautaires. Les participants à cette rencontre ont suivi des présentations sur les rapports des industries extractives 2012-2013 présentés par des experts internationaux. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives est une coalition tripartite comprenant des gouvernements, des entreprises et la société civile qui œuvrent ensemble pour améliorer la transparence et la gestion responsable dans les industries extractives. 48 pays dans le monde mettent en œuvre cette initiative. Ouverture ce matin d'un atelier intitulé « Élaboration de la stratégie nationale de l'accès à la justice ». Cet atelier qui est conjointement organisé par le ministère de la Justice en collaboration avec les Nations Unies vise à accessibiliser la justice pour tous les citoyens. Babacar Ndiaye. C'est un pas de plus pour la Mauritanie dans l'amélioration de son système judiciaire pénal, 2 mois après l'adoption d'un projet de loi relatif à l'aide judiciaire. Dans ce sens, une stratégie nationale de l'accès à la justice vient appuyer ce projet de loi. Commentant l'élaboration de la stratégie nationale de l'accès à la justice, le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Lamine Oulsidi Baba, affirmera qu'il s'agit d'une initiative qui va donner la possibilité aux citoyens de bénéficier de moyens leur garantissant les conditions d'un procès équitable. De son côté, réaffirmant la priorité de garantir l'accès à la justice, la représentante de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en Mauritanie expliquera que cela témoigne d'un système de justice équitable fondé sur la primauté du droit. En réalité, le droit à l'accès à la justice s'avère le socle de la jouissance d'autres droits dont bénéficient les suspects, les accusés, les détenus, les témoins et les victimes de la criminalité. Ce droit assure également la confiance des justiciables dans le processus de la justice pénale. Dorénavant, cette stratégie va concrétiser la prise en charge gratuite des frais de justice qui découlent de la défense du droit. Cette aide judiciaire profite à chaque personne physique plaignante ou faisant l'objet d'une plainte. Toujours à Nouakchott avec le démarrage des travaux d'un atelier organisé par le ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle, des technologies de l'information et de la communication en collaboration avec Afrinic. Cet atelier qui dure 4 jours est organisé au profit des ingénieurs nationaux du secteur public et privé. Il vise à renforcer les connaissances et les capacités des ingénieurs mauritaniens pour que ces derniers puissent répondre aux exigences du monde moderne, notamment en ce qui concerne l'IP6. Moussa Ndiaye. L'objectif de cet atelier de Nouakchott sur la gestion des ressources Internet INRM et IPv6 vise à informer et sensibiliser les différents acteurs du domaine d'activité des nouvelles technologies en Mauritanie de la problématique de l'insuffisance des adresses IP avec le protocole IPv4. Ouvrant les travaux de cette rencontre, M. Mohamed Ahmed Ould Abdelrahman, conseiller du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle chargé des technologies de l'information et de la communication, a précisé dans son discours à la cérémonie d'ouverture de cette activité que cette rencontre vient s'ajouter aux précédentes sessions de formation en collaboration avec les bureaux régionaux d'Internet en Afrique. Pour objectif, dit-il, accompagner les efforts des uns et des autres tout en évitant les obstacles au déploiement d'IPv6. Ce protocole étant de plus en plus critique
pour la croissance et la continuité d'Internet. Afrinic œuvre pour initier au déploiement d'IPv6 en fournissant aux ingénieurs des réseaux de formation adaptés pour une prise en main de ce protocole. Cette formation s'intitule « Gestion des ressources Internet et IPv6 ». Parce que, alors, nous avons besoin de montrer, d'aider les différents ingénieurs de la communauté africaine comment est-ce que les ressources Internet sont gérées, comment est-ce qu'eux ils peuvent gérer ces ressources-là pour leurs propres entreprises. Et le deuxième volet, c'est de parler d'IPv6, IPv6 qui est le successeur d'IPv4. Alors, c'est un peu technique tout ça, donc c'est quoi IPv4? IPv4, c'est le numéro qui est utilisé par toute machine pour se connecter à Internet. Alors, comme pour les numéros de téléphone, on s'est rendu compte que lorsque la population grandit, si vous aviez utilisé dans le temps 6 chiffres pour les numéros de téléphone, lorsque la population grandit, qu'est-ce qu'on fait en général? On passe à 8 chiffres, à 9 chiffres, etc., pour permettre à tous les nouveaux utilisateurs de pouvoir avoir un numéro pour se connecter à un réseau téléphonique. C'est le même principe avec Internet. Donc, avant, on utilisait IPv4, qui était sur 32 bits. Aujourd'hui, avec l'évolution de la population, on s'est rendu compte que depuis 2011, ces 32 bits ne peuvent plus supporter l'évolution d'Internet. Donc, les organismes techniques se sont mis en relation pour travailler sur un nouveau protocole depuis 1992 et qui est arrivé à son terme autour de 1999, qui est IPv6, qui, en 2 mots, donne une large plage d'adresses pour que tout équipement qui puisse se connecter sur Internet puisse avoir ces adresses-là. Plusieurs exposés sont au programme de cet atelier de formation de Nouakchott qui dure 4 jours, du 12 au 15 octobre 2015, sur la gestion des ressources Internet INRM et IPv6. Des exposés qui vont sans nul doute permettre aux participants d'exploiter les principaux services liés aux différents thèmes qui seront abordés au cours de cette rencontre. Ouverture de l'année universitaire 2015-2016 sur toute l'étendue du territoire national. Une occasion pour le président de la faculté des lettres et des sciences de se réunir avec son staff dans le but de procéder aux dernières vérifications qui s'imposent avant l'ouverture effective des classes. Après la réunion, le président, accompagné de ses plus proches collaborateurs, ont visité les différents pavillons que comprend cette structure éducative. Mélika Narli. 2015-2016 s'est ouverte ce lundi 12 octobre. C'est au sein du bâtiment flambant neuf de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines que s'est tenue la réunion regroupant le président et le staff universitaire, prélude à l'ouverture des inscriptions pour cette année. Son président, M. Sidi Ould Mohamed Abdallah, a dans une allocution déclaré ouverte l'année universitaire qui se singularise, dit-il, cette année par ce projet gigantesque dont rêvait tout un chacun et qui a vu finalement le jour. Le staff universitaire, et plus particulièrement celui de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, se situe au niveau de ce complexe universitaire. La période estivale a été consacrée à l'agrandissement du bâtiment et toutes les mesures ont été prises pour assurer l'ouverture de cette faculté dans les meilleures conditions possibles. Le doyen, M. Hamoudou El-Hamadi, a quant à lui assuré que la faculté compte suffisamment de salles, plus d'une 50aine, en plus de 100 bureaux, des salles de réunion, de grands amphithéâtres équipés. Nous nous devons de souligner, dit-il, la qualité de ce projet qui a porté ses fruits. C'est ainsi que nous sommes en possession d'une faculté répondant aux normes et critères internationaux, ce que nous devons apprécier à sa juste valeur. L'administration universitaire en charge de l'aspect académique a assuré que les normes techniques mises en place vont de pair avec les procédures d'enseignement pour assurer aux étudiants un enseignement de haut niveau. M. Mohamed Lamine Ould Moulay Ibrahim a quant à lui souligné que toutes les dispositions ont été prises et les équipements disponibilisés afin d'assurer à l'étudiant le cadre nécessaire à un enseignement de qualité, vu le nombre de classes, d'amphithéâtres équipés, d'espaces de travail qui vont sans aucun doute permettre une amélioration de la formation, tout comme cela permettra d'assurer des espaces pour la recherche scientifique. Il a attendu de cette faculté des lettres qu'elle donne le jour dans le futur à des étudiants chercheurs, ce qui n'était pas le cas. Le nouveau complexe universitaire a été conçu et construit selon les normes urbanistiques modernes. Son pied d'Achille sera son éloignement et de ce fait, il serait nécessaire de prévoir un moyen de transport estudiantin pour pallier à ce problème qui pourrait peser dans l'assiduité des étudiants au cours. Ce jeune déclare que l'infrastructure de base est excellente, mais un problème majeur se pose,
celui de l'éloignement de la ville, d'autant qu'une majorité des étudiants vivent dans les Muqata'a d'Arafat et Toujounine. Cet hôte dit avoir visité les salles et amphithéâtres et qu'il n'y a rien à dire dessus. Il faudrait que le staff des enseignants s'organise. Nous voudrions, dit-il, souligner l'importance du transport qu'il faudrait résoudre, que les ministères concernés par ce problème s'y attellent. Le staff administratif de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines a effectué une visite des différentes salles, amphithéâtres, pour s'assurer que tout était en place. Notre rubrique santé nous amène ce soir à la Direction générale des pharmacies et des laboratoires relevant du ministère de la Santé, où ses responsables se sont penchés depuis plusieurs semaines à la numérotation des médicaments. Précision avec Bokar Bey là-bas. Les pharmacies, et pour cause, les cas de fièvre signalés ces derniers temps dans le pays poussent les citoyens de se rabattre sur les médicaments. Et nombreux sont les citoyens pris par les taux de la cherté des prix de ces médicaments, devenus encore objet de toutes les convoitises. D'ailleurs, le ministère de la Santé, à travers la direction de la pharmacie et des laboratoires, veille au grain pour l'harmonisation des prix dans toutes les pharmacies. Et pour le directeur du département pharmacie et laboratoire, la mission du service est de participer à l'élaboration de la législation et de la réglementation pharmaceutique, du contrôle de l'importation et des autorisations de mise sur le marché des médicaments, préparer les autorisations d'exercice et l'ouverture des établissements pharmaceutiques et des laboratoires d'analyse privés. Il a précisé que la surveillance des pharmacies sera renforcée pour que les citoyens ne payent pas un lourd tribut avec des médicaments hors de contrôle de l'État. Justement, les citoyens estiment que le médicament est un élément sensible pour être laissé aux mains des gens qui n'ont le titre de pharmacien que le nom. Et d'autres appellent l'État à être impitoyable envers les pharmacies qui ne respectent pas la législation en vigueur. Les pharmacies poussent comme des champignons en Mauritanie, mais n'est pas pharmacien qui veut, d'où la nécessité de faire un véritable coup de balai dans ce secteur pour que le remède ne soit pas pire que le mal. Suite aux 3 nouvelles attaques au couteau ce lundi sur 2 policiers israéliens et 2 juifs mineurs, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël surmontera la vague actuelle d'agression. Le terrorisme au couteau ne nous vaincra pas, a-t-il déclaré à l'ouverture d'une session du Parlement. Dans ces heures entre Palestiniens et Israéliens, beaucoup d'actes sont considérés comme isolés, mais les craintes d'une nouvelle intifada semblent de plus en plus fondées. Depuis le 3 octobre, l'escalade de la violence s'accentue avec notamment des attaques au couteau qui ont déjà fait des dizaines de morts. Dénonçant des fraudes, les candidats de l'opposition à l'élection présidentielle guinéenne, dont Cellou Dalein Diallo, ont réclamé l'annulation du premier tour du scrutin et appelé à manifester. L'opposition à Guinée a demandé ce lundi 12 octobre l'annulation du premier tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue dimanche dans le calme, mais avec de nombreux problèmes d'organisation. Un autre candidat, l'ex-premier ministre Sia Touré, a stigmatisé les tâtonnements de la CENI et toute cette pagaille a été organisée de façon volontaire pour aboutir à une proclamation des résultats qui ne correspondent pas du tout à l'expression populaire, a-t-il accusé. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives organise une journée de sensibilisation des rapports de conciliation des chiffres et volumes 2012-2013. Démarrage d'un atelier pour l'élaboration d'une stratégie nationale de l'accès à la justice. Les violences se poursuivent depuis plus d'une semaine entre Palestiniens et Israéliens. Où que vous soyez, merci d'avoir choisi El Mauritania pour son JT. Le JTF revient demain soir à la même heure et je serai ravie de vous retrouver.